Bonsoir à tous, bienvenue à cette première conférence de l'année 2022 sur les cas de dentisterie vétérinaire avec la docteure Josée Marcoux des services Yvette Mobile. Mon nom c'est docteur Hélène Perra, je suis vétérinaire, je suis ici ce soir en tant que modératrice. Alors, premièrement, bonne année tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous manquez pas trop de monde en clinique. Je parle, je dirais, à une base quotidienne avec plusieurs d'entre vous et quasiment tout le monde manque de staff à cause de malheureusement cette pandémie-là. Et là, l'école à la maison, pour ceux, c'est quasiment une pandémie en soi, donc on lâche pas une journée à la fois. Donc, ce soir, nous allons couvrir la deuxième partie du webinaire que nous avons tenu le 18 octobre passé, qui était sur les extractions. Donc, Dr. Marcoux va continuer, on va reprendre dans le livre de référence où elle était rendue et on va continuer ce segment-là. La conférence est enregistrée, elle va être disponible sur YouTube. Je vais envoyer le lien ainsi que le lien de la première conférence lors de l'envoi de l'infolette. Donc, si vous êtes inscrit ce soir, c'est sûr que j'ai votre adresse, faites-vous-en pas. Ça se peut que ça aille des fois dans les indésirables. Donc, jetez un petit coup d'œil d'ici mercredi, vous devriez l'avoir reçu. Donc, je vais mettre dans l'infolette le lien de du premier webinaire, donc extraction partie 1, celui-ci ce soir, et je vais mettre celui pour le prochain. En parlant du prochain webinaire, et là, c'est le mois de février, c'est le mois de la dentisterie. On vous a dit que on s'est dit, pourquoi pas les laisser décider de la thématique. On a trouvé 2 sujets chauds et on vous laisse voter ce soir. Alors, attention. Pour le webinaire du 7 février, quel sujet préférez-vous entre que Dr. Marcoux vous présente des cas difficiles ou résorption dentaire chez le chat et le chien? Qu'on vous laisse une minute pour répondre. Hi, c'est serré, c'est serré. Je sais pas, moi, je vois pas, c'est tout toi qui as ça. Ah oui, vous les voyez pas? Comment je fais pour les présenter? Alors, ben, je vais vous les lire. Oui, là, les Moi, je gens vois ont... pas comme le résultat. Non, hein, c'est drôle, je voudrais vous le montrer, mais je vais juste le prendre en note. Donc, euh, les cas difficiles ont gagné 60% cas difficiles, donc 18 sur 30, et résorption 40. Et là, quelqu'un dit les deux vraiment, ben écoutez, c'est parce que c'est le mois de la dentisterie, habituellement, c'est le mois comme le plus important dans notre domaine, là, mais faites-vous-en pas. Je pense que aussi, Dr. Marco avait en tête l'interprétation de radio. Là, ça aussi, c'est comme la trilogie de Star Wars. Là. Donc, ça va revenir aussi. Donc, je sais pas, je peux-tu vous le montrer? Je vais voir. Share result. Est-ce que Ah, vous les oui. voyez? Oui. Ben, moi, oui, Parfait. je suis panéliste, fait que peut-être c'est pas pareil pour les autres, mais parfait. Good! Bon, une chose de réglée. Donc, le 7 février, 19h, j'ai envoyé l'invitation, le même fonctionnement. Là, je pense que vous commencez à être habitués par Zoom webinaire. Si vous avez des questions, il y a 2 fonctionnements, en fait 3. Il y a le Q&A, questions-réponses en bas de l'écran, le chat, ou si vous vous tenez vraiment, vous pouvez lever la main puis je peux vous activer, vous permettre de parler directement si votre situation est un petit peu compliquée à expliquer ou à écrire. Et puis, on a reçu 2 questions, fait qu'on va commencer avec nos questions. Mais juste avant de commencer, je vais présenter Dr. Marcoux. Donc, Dr. Marcoux c'est une graduée diplômée de la Faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe en 2016. Elle a fait son internat et sa résidence. Elle savait, comme elle était une étudiante adulte, elle avait elle savait déjà où ce que s'en allait. Donc, déjà au premier cycle, elle avait orienté ses stages vers la dentisterie. Et puis, elle a fait beaucoup de stages aux États-Unis, au Canada dans le temps, le pré-COVID, quand c'était Oui, oui. facile de voyager. Elle a déjà passé son examen théorique pour le board. L'examen pratique devrait avoir lieu cette année si on réussit à traverser la douane puis que l'examen pratique a lieu. Elle a joint l'équipe de Yvette Mobile en novembre 2020.
Et Josée, je te laisse présenter ton service, comment qu'on fonctionne. Juste un petit rappel que le formulaire est sur le site web en haut dès qu'on arrive sur le site web. Juste le spécifier parce que j'ai eu des petits commentaires que les gens le cherchaient. Si parfois ça ne fonctionne pas, les formulaires, c'est peut-être parce que vos cookies ont enregistré comme l'ancienne version de la page web. Puis des fois, vous avez comme les vieux formulaires, des choses comme ça. Fait qu'il faut comme... Ça devrait être réglé. Ah oui, OK, c'est ça. Juste en Noël, oui. OK, bon, parfait. On vient d'en mettre des nouveaux là, qui sont plus faciles là, avec en mode plus formulaire justement PDF où vous cocher direct. Bref, donc, moi, je me déplace de clinique en clinique pour faire les cas, enfin, vos cas de dentisterie, vos cas complexes, ou les cas que vous n'avez pas le temps, ou les cas que vous avez peur de faire, ou les cas de procédures que vous ne faites juste pas, comme les traitements de canal, par exemple. Donc, en gros, si vous avez un patient que vous pensez qu'il peut être un candidat pour moi, vous faites une demande de consultation premièrement. J'aime ça voir le patient avant la procédure. Ça me permet de moi-même regarder dans la bouche si parfois je trouverais quelque chose que vous n'avez pas vu ou si je pense à plusieurs options disponibles pour ce cas-là, mais je vais pouvoir remplir un rapport détaillé là, puis vous expliquer en personne rapidement qu'est-ce qui peut être fait pour ce patient-là. Donc, vous remplissez une requête. Là, ça se trouve être les vendredis où on fait une consultation. Donc, je me déplace, je fais la consultation, j'examine le patient. C'est sous format drop-off, c'est-à-dire que le client vous laisse le chien pour la journée. Puis là, nous, dépendamment des rendez-vous qu'on a, là, on se déplace. On nous fait une petite route là, dans Montréal là, pour qu'on se déplace efficacement. Donc, je vais retourner chez vous, je vais examiner le patient, je vous remplis un beau rapport avec toutes les options pour le client. Puis là, si les clients décident d'aller de l'avant avec la procédure, bien là, vous remplissez une deuxième requête de chirurgie, puis là, on va regarder une date avec vous. Donc, les journées de chirurgie, c'est les mardis, mercredis, jeudis. Puis donc, moi, j'arrive avec mes deux techniciens, donc anesthésie, chirurgie, puis moi-même, on arrive avec tout notre stock, puis on fait la procédure dans votre clinique. Même chose, le client, le drop-off le chien le matin, on fait notre procédure, ou le chat. On fait notre procédure, puis il repart le soir même. Encore là, je remets un rapport super détaillé avec les photos, les radios, pour que vous remettiez tel quel là, au client qu'est-ce qui a été fait, puis j'essaie là, de vous sauver cette partie-là des explications pour que le client comprenne bien qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, on repart. Puis, si le patient a besoin d'être revu, la première évaluation est incluse dans le prix, donc réviser les sites de chirurgie. Bref, si on a besoin de voir le patient, même chose, vous faites une requête, on sort des patients vendredi, on retourne voir vos petits patients, puis on finalise notre chirurgie, notre traitement avec eux. Super, merci beaucoup. Donc, on enchaîne avec le webinaire. Un petit rappel, vous savez, le règlement de l'ordre a changé pour la formation continue. Donc, vous pouvez une soirée comme ce soir, là, on n'a plus besoin d'être reconnu quand c'est de la formation vraiment médicale par quelqu'un de type spécialiste. Vous pouvez l'inscrire dans votre rapport de formation continue. Donc, la prochaine heure, c'est valide. Puis si vous la faites en rediffusion aussi. Donc, si vous allez faire la première, ces extractions, puis ce soir, ben, probablement, ça vous donne 2 heures de formation continue. Good. Donc, avant de commencer, Josée, on a 2 questions. Donc, merci beaucoup à celles qui nous les ont envoyées. Donc, de Dr. Smidova, super bonne question. Quelle est ton astuce, Josée, pour décider si un patient a une maladie parodontale sévère, un animal qui arrête de manger à cause d'abcès, qui a des dents pourries, versus s'il n'y a pas de maladie systémique, autre, genre une tumeur? Je pense que ici, la vétérinaire, qu'est-ce qu'elle essaie de comprendre, c'est, pas de comprendre, là, mais de développer, c'est est-ce qu'on investit beaucoup sur le traitement d'une maladie dentaire, alors que l'animal a peut-être un problème systémique tout aussi grave, sinon plus grave, versus vice-versa. Fait que comment tu fais dans ce temps-là pour t'assurer que le client il a conscience ou te exclure une autre problématique qui pourrait empirer la maladie dentaire, mais une fois le problème est réglé, il reste tout ça, quelque chose de potentiellement pire. Oui, fait que ça arrive fréquemment, les vieux patients qui n'ont jamais vu de dentiste qui se présentent à nous, ça a 10, 12, 14 ans. Leur bouche est je dis souvent une swamp, là. Je pense que vous avez une belle idée de ce que ça peut avoir l'air. Là, le patient ne mange pas, il est moche, il est un petit peu maigrelet. C'est-tu sa bouche ou il y a d'autres choses qui se passent dans le patient?
c'est sûr que j'ai pas une boule de cristal, hein, j'ai pas la réponse à tous les coups. En général, dans la littérature, si vous avez lu un petit peu des livres de dentisterie, on vous dit souvent que l'anorexie est rarement causée par des problèmes de bouche. C'est rare que les patients vont arrêter de manger à cause de leur bouche. Cliniquement, je suis pas trop d'accord avec ça parce que j'en ai vu souvent des patients qui avaient de la difficulté à s'alimenter puis qu'une fois qu'on a fait les dents, ils mangeaient très bien. Fait que c'est pas aussi simple de dire qu'une anorexie primaire, c'est toujours systémique puis une anorexie. Un chien qui a juste mal à sa bouche, ben, il va trouver le moyen d'avaler pareil, ou ils vont être intéressés à la nourriture, ces choses-là. C'est pas si clair. Fait que comment départager si le chien ne mange pas parce qu'il est douloureux de sa bouche versus s'il y a autre chose qui se passe? Je dirais que moi, je regarde. En général, la maladie parodontale, c'est chronique. Hein? Fait que ça fait longtemps que ce chien-là a probablement mal à sa bouche. Puis, les douleurs de type chronique, on sait ça va, ça vient. C'est toujours un peu low grade, toujours un petit peu là. Fait que pourquoi, depuis quelques jours, le patient arrête de manger? C'est-tu passé quelque chose? Fait qu'une maladie parodontale qui se complique, disons, d'un abcès, d'une cellulite, ostéomyélite, définitivement. Puis les ulcères aussi, c'est habituellement très douloureux. Fait que quand les patients sont présentés, si on lève les babines, il y a plein d'ulcères à l'intérieur des lèvres, souvent comme en décalque là, par rapport à où est le tartre, ou les chiens qui ont la stomatite du chien, là, justement, où il n'y a pas tant de tartre que ça, mais leur muqueuse au complet est inflammée. Souvent, les ulcères, c'est très douloureux, puis ça semble être très débilitant chez les patients. Fait, si je vois des ulcères dans la bouche, je vais pencher peut-être plus en faveur de oui, je pense que c'est quelque chose dans sa bouche qui dérange. Des choses comme les cellulites, là, des enflures de face, de rétrobulbaire, c'est super douloureux. Les animaux sont vraiment misérables. Fait que ça, oui, c'est juste la bouche, mais ça pourrait expliquer qu'un patient ne mange plus. Abcès, encore là, j'ai vu tellement de patients avec des abcès qui avaient l'air cliniquement bien. C'est dur à dire. Ostéomyélite, ça peut être plus débilitant aussi. Fait que, c'est sûr, c'est difficile. Fait que, quand il y a des ulcères, oui, je suis plus en faveur de ça peut être juste la bouche. Sinon, ben, le bilan sanguin, c'est comme le minimum qu'on fait avant notre anesthésie. Fait que ça peut être comme un bon moment pour ouvrir la porte pour dire ben, on va au moins vérifier urin, T4, foie. Fait que ça nous fait un petit screening de base. Sinon, ben, je me suis déjà trompée. La plupart des patients, il y en a quand même beaucoup qu'une fois qu'on nettoie la bouche, ils vont mieux. Il y en a, je dirais, une faible proportion que c'est autre chose, mais c'est souvent la bouche. Je ne sais pas si ça répond bien. Voilà. C'est pas évident. Je dirais, à partir du moment où il y a des ulcères, c'est vraiment plus débilitant pour les patients. Juste maladie parodontale, c'est quand même douteux. C'est difficile. Puis, pour savoir s'il y a plus une tumeur, des choses comme ça, la maladie parodontale, ça va être quelque chose qui va être habituellement réparti de façon uniforme et symétrique. Fait que si vous avez un côté de bouche qui est comme épouvantable, puis l'autre qui vous semble beaucoup mieux, là, ça ressemble plus à quelque chose de néoplasique. Fait que ça aussi, ça peut nous mettre la puce à l'oreille. Oui, vas-y, c'est toi ma modératrice. De la même vétérinaire qui a posé la question, Dr. Smidova, j'espère que je le prononce bien. Est-ce que donner des antibiotiques avant, ça peut aider pour savoir? Bien, effectivement, ça va probablement répondre un petit peu à notre question parce que souvent, de donner des antibiotiques, si c'est un abcès, une ostéomyélite, puis encore là, ça dépend de l'antibiotique ou de la maladie parodontale, les antibiotiques vont aider temporairement. Est-ce que c'est un usage judicieux des antibiotiques, de mettre des antibiotiques au hasard pour avoir réponse à notre question? Je ne le sais pas. Mais tu sais, je veux dire, si on ne le fait pas à outrance, sur un patient de temps en temps, si ça nous aide à départager ça, oui, ça pourrait quand même, ça pourrait nous donner un indice, effectivement. Good. Deuxième question. Et là, avec la deuxième question, ça s'enchaîne très bien avec la suite de l'information. Donc, de Dr. Lafortune, est-ce acceptable de ne pas faire de flap muco-gingival et de ne pas réapposer les gencives lors d'extraction facile de dents mobiles, genre PM4, M1, avec déjà du tissu de granulation formé? J'ai souvent fait cela et les animaux ont bien guéri.
Oui, fait qu'il y a un gros débat, autant en médecine humaine qu'en dentisterie vétérinaire, à savoir est-ce qu'on referme nos sites de chirurgie versus est-ce qu'on peut les laisser ouverts. Fait que pendant super longtemps, en dentisterie vétérinaire, il y a comme un dogme qui dit qu'on referme toujours tout. Mais si on fouille un petit peu dans la littérature, on essaie de trouver la source de cette indication, ben en fait, il n'y en a pas. C'est comme ça, on a dit ça au début, puis là, c'est transmis dans tous les livres. Puis il y a plein de vieux dentistes qui vont dire non, non, tu fermes toujours, tu fermes toujours. C'est pas basé sur grand-chose de scientifique. Récemment, il y a une. Elle n'est pas boardée encore, que je vais dire une co-résidente, qui a publié un papier super intéressant sur. Ben, en fait, c'est un petit peu différent. Elle regardait les points continus versus discontinus, parce que ça aussi, c'est un gros dogme sur comment on referme. Mais il y a eu des papiers récemment aussi qui regardaient si on ferme partiellement, c'est-à-dire s'il y a une alvéole qu'on laisse ouverte, souvent, si on pense à la M1 en haut, là, la racine palatine là, qui est comme très, très loin, puis qui est très difficile à aller chercher notre lambeau et de la poser jusque-là. Ça granule habituellement super bien. Puis moi, j'ai été quand même influencée tôt dans ma formation parce que j'allais faire des stages en humaine. En humaine, ils ne referment rien. Ils vont faire un lambeau dans un cadran au complet, puis ils ne ferment même pas leur lambeau, ils laissent l'os complètement exposé. Puis ils disent non, non, les papiers vont se recoller, pas de problème. Vous allez me dire que les humains ont une hygiène buccale quand même peut-être un petit peu supérieure à celle des chiens, parce qu'on va rincer notre plaie, etc. Mais basé là-dessus, puis basé aussi sur, en humaine, les extractions des dents de sagesse, il y a vraiment un gros débat à savoir ouvert ou fermé. Est-ce que c'est plus confortable, puis est-ce que ça s'infecte moins si on laisse ouvert? Il y a des méta-analyses sur le sujet tellement qu'il y a eu de papiers de publiés. Puis en humaine, en fait, la réponse de toutes ces méta-analyses-là, c'est qu'il n'y a pas de différence. Ou une très faible, peut-être, avantage à laisser ouvert, ça semblerait être un petit peu plus confortable, puis ça pourrait peut-être un petit peu moins s'infecter, mais on n'est pas sûr. Fait que j'ai un petit peu abandonné le dogme de il faut toujours tout refermer tout le temps, parce que ça ne semble pas être basé sur grand-chose de scientifique. Puis en humaine, qui ont étudié la question extensivement, mais ils ne sont pas arrivés à une conclusion non. Je ne vois pas pourquoi nos chiens, nos chats seraient si différents. J'ai aussi eu des anecdotes de collègues, genre le patient n'allait pas bien sous anesthésie, on l'a réveillé, puis dans plein milieu de notre chirurgie, tout était ouvert, puis même un grand lambeau, puis toute la patente, puis ça a très bien granulé, puis ça a très bien fait. Fait qu'en général, la règle que moi j'utilise, si j'ai fait un lambeau, c'est-à-dire que j'ai incisé ma gencive, je l'ai décollé de là, si j'ai décollé un lambeau mucopériostée, lui, je vais toujours le refermer. Par contre, si je fais quelque chose que j'appelle une extraction simple, on va en reparler dans un instant, mais c'est-à-dire une dent à une seule racine, puis que je sors par son alvéole, puis j'ai fait aucun lambeau, ou une dent à 2 racines, que j'ai simplement sectionné la dent, puis j'ai sorti comme si c'était 3 dents à une racine, puis j'ai fait aucun lambeau. Puis effectivement, les chiens qui ont une maladie parodontale atroce, puis qui leur les poches parodontales sont remplies de tissu de granulation jusqu'au bout de la racine, pratiquement déjà. Souvent, non, je ne me donne pas la peine de refermer ça. Puis, souvent, d'enlever tout le tissu de granulation puis d'essayer de remettre une belle gencive saine puis de refermer va vous prendre autant de temps, sinon plus, que le temps que les extractions ont pris in the first place. Fait qu'un paquet de dents mobiles, justement, on sort toutes les dents, puis là, d'essayer de cleaner ça, ça peut prendre facilement 45 minutes à refermer, là. Ben, moi, ces 45 minutes-là, souvent, justement, si les patients sont dans cet état-là, c'est parce que c'est pas des jeunes. Fait que, absolument, je vais privilégier de garder une anesthésie courte versus d'essayer de faire une plaie qui est super belle alors qu'on sait que dans la bouche est magique. Ça guérit super bien, ça va granuler absolument très bien. Fait que, oui, je trouve que c'est très acceptable de ne pas refermer nos sites. L'autre chose que vous allez peut-être entendre parler, soit de d'autres dentistes ou des fois, il y a des articles, on a très peur au dry socket. En français, c'est une alvéolite sèche. Si vous avez déjà eu des extractions vous-même et que le caillot est tombé, c'est quelque chose qui est très douloureux. On a toujours peur que nos animaux aient ça et ne puissent pas nous en parler. Puis c'est pour ça qu'on ferme tous les sites toujours tout le temps. En humaine, le facteur de risque principal pour faire une alvéolite sèche, c'est le fait de faire un geste de succion avec les joues. Comme ça. Fait que souvent, si vous avez déjà eu des extractions, votre dentiste va vous dire « buvez pas par une paille,
les jours suivant la chirurgie, parce que le fait de faire une pression négative dans votre bouche, c'est ça qui va faire sortir le caillot. Et on sait que nos animaux de compagnie, avec leur commissure qui est très reculée, les muscles, la configuration du visage est très différente, ne font pas cette action avec leur bouche. Donc, je ne pense pas qu'ils délogent leur caillot si souvent que ça. Fait que la peur de l'alvéolite sèche qui ne semble pas être fondée sur, encore une fois, grand-chose de scientifique, j'ai trouvé aucun rapport de cas sur des alvéolites sèches chez des chiens. Fait que tout le monde en a peur, mais ça n'a jamais été rapporté. Fait que j'ai un petit peu laissé ça de côté. Fait que oui, si ça va vous prendre plus de temps de fermer que de laisser ça tranquille, habituellement, je trouve ça très acceptable de ne pas refermer les sites. Y avait-tu une petite question? Non, on n'a pas de commentaires. Fait que je crois que si tu veux partager ton écran. Oh. Ah, puis je viens de voir justement en partageant mon écran que j'avais préparé un autre article. Ça, c'est un article qui a été publié récemment aussi. Parce que quand on parle de fermer nos sites, de toujours refermer nos sites, l'autre chose qu'on nous dit tout le temps, c'est 3 mm entre les points, 3 mm de chaque côté, les bouchées à 3 mm de chaque côté de la plaie, puis les fils, les nœuds, on les coupe à 3 mm. C'est encore vrai. Par contre, l'ancien dogme, c'était 0,5 discontinu tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que ça répartit mieux la tension, parce qu'il y a moins de chances que ça réouvre. Puis donc, dernièrement, une collègue a voulu regarder, est-ce que c'est vrai que ça réouvre moins souvent des 0,5 discontinus que des 5 continus? Et en fait, pas du tout. Donc, elle, ce qu'elle a fait, elle a pris des gencives de cadavres qu'elle a prélevées. Elle a fait toutes sortes de points de suture. Puis, ils ont loadé là, dans des machines là, qui tirent, là, comme on a tout vu ça en recherche. Là. Puis, elle a essayé de voir quel pattern de suture avait le plus haut taux d'échec. Puis, en fait, les 0,5 discontinus étaient pires que les continus. Fait qu'encore une fois, le vieux dogme de genre, il faut faire des 0,5 discontinus tout le temps parce que s'il y en a un qui lâche, le reste de votre suture va tenir. C'est pas vraiment vrai. Ce qu'elle remarquait, c'est aussitôt qu'il y en a un qui lâche, la tension est partagée aux deux suivants, puis les autres, ils lâchent aussi, puis la tension est partagée aux deux suivants, puis eux, ils lâchent aussi. Tandis que la continue, ben, la tension est comme répartie un peu partout. Fait que même s'il y en a un qui déchire, ben, le reste de la plaie va rester fermé. Donc, vous avez maintenant la permission de faire des 0,5 continus quand vous voulez refermer des plaies. Ça va vraiment plus vite. Et puis, ça fait moins de nœuds, ça accroche moins de débris, puis ça ramasse moins de... Elle a fait, en fait, un deuxième papier où, cliniquement, elle faisait des demi-bouches avec des 0,5 continus puis des discontinus de l'autre côté, là, quand elle faisait des bouches complètes, puis moins d'inflammation du côté des continus, justement, parce que moins de nœuds, ça accroche moins de poils, puis moins d'affaires. Fait que, fini les 0,5 discontinus, faites-en si ça vous tente, mais on peut faire des cruciformes, puis on peut faire des continus tant qu'on veut. Là, on a parlé de la fermeture, mais là, on va parler des extractions. On a une question aussi par un vétérinaire senior. Oh. Je savais quand tu as dit tantôt un vieux vétérinaire, je fais « Oh, ça, c'est ça, moi! » Non, c'est vieux dentiste, parce que nous aussi, dans le collège, là, il y a les dogmes là, des plus vieux. Puis là, quand tu cherches la référence de l'affaire, puis tu te rends compte que c'est comme ça parce que ça a toujours été comme ça. Mais oui, allez-y, le vieux vétérinaire. Alors, Dr Michaud qui écrit... qui est un, entre guillemets, vieux vétérinaire discrimination. Je suis entièrement d'accord, on n'ose plus, je n'assume plus mon âge, tout. Et je ne refermais pas les lambeaux jusqu'à ce que j'assiste à une conférence d'un jeune dentiste qui mentionnait qu'il était de la négligence professionnelle de ne pas refermer le site. Alors, j'ai commencé à refermer. Si on referme et qu'il reste un foyer infectieux, il en restera probablement un abcès. Résultera probablement un abcès. En fait, je suis d'accord qu'il faut refermer un lambeau. C'est-à-dire que si vous avez élevé la gencive, vous avez exposé de l'os, ça, on le referme. Mais si on a simplement extrait une dent, puis on laisse l'alvéole se remplir d'un caillot de sang, il n'y a pas de raison que ça s'infecte. On prend pour acquis que la dent a été enlevée dans sa totalité, évidemment, là, parce que c'est sûr que de laisser un bout de racine, là, oui, ça peut nous causer une infection, mais de laisser une alvéole propre, vide, il n'y a pas de raison que ça s'infecte juste parce que c'est exposé à la bouche.
Fait que tu en avais parlé, il n'y a pas d'autres commentaires, mais dans une autre conférence, je pense que c'est la partie 1, tu as parlé de l'importance de ne pas trop flusher hein, pour le caillot. Et c'est aussi ce que j'aime bien. C'est sûr, si la dent était cassée et qu'on a un abcès au bout, là, oui, on veut rincer en masse. Mais par exemple, si on sait qu'on a un apex propre, comme dans la maladie parodontale, habituellement, c'est pas l'apex le problème, hein, c'est plus proche de la couronne, ou malocclusion, ou quoi que ce soit, des dents qui ont besoin d'être extraites pour d'autres raisons. Une fois que j'ai enlevé mon alvéole, oui, je vais m'assurer qu'il n'y a pas de débris, puis je veux peut-être rincer à ce moment-là, mais je ne vais pas rincer plus tard. C'est-à-dire qu'une fois que mon caillot s'est formé, surtout si, par exemple, je fais un cadran complet. Fait que là, j'extrais ma première dent, bon, je la rince, tout ça. Le caillot se forme pendant que je fais la deuxième dent, je fais la troisième dent, je fais la quatrième dent. Là, je suis prête à refermer. Je ne vais pas retourner flusher toutes mes alvéoles. Puis là, ça fait déjà 5-10 minutes que j'ai un beau caillot qui a commencé à se former dans le premier. Puis là, je suis en train de tout défaire à mesure. C'est ce que le corps avait commencé à faire. Fait que je vais vraiment m'assurer que toutes mes alvéoles sont propres et exemptes de débris. Mais une fois que le caillot s'est formé, je vais faire un effort pour le laisser en place parce que c'est lui notre précurseur de notre os qui va venir remplir notre alvéole. Fait qu'on ne veut pas le déranger. Puis, comme je viens de dire, les alvéolettes sèches, on ne sait pas si elles existent ou pas, mais a priori, c'est d'avoir une alvéole nue qui est un problème. Donc, on veut garder le caillot en place. Le caillot est notre ami. Parfait. Mais je pense que c'est pas de la négligence de laisser un site ouvert si vous avez fait une extraction simple. Je ne suis pas d'accord du tout. Puis nous, on aime tous les vétérinaires, les jeunes, les vieux. Josée, tu étais une étudiante vieille, toi, quand tu es rentrée à la faculté. Oui, j'étais 9 ans plus vieille que la moyenne de ma classe. J'étais comme dans les... Ouais, j'étais comme On était deux, là, qu'on avait comme dans la trentaine. Là. C'est beau, il n'y a pas d'autres questions. OK. Fait que, là, vous voyez mon livre? Oui. Bon, fait que ça, c'est le livre, on l'appelle le Verstraté, là, c'est le livre qui est écrit par les gens, entre autres, de UC Davis, qui est comme l'école là, par excellence pour la dentisterie de la chirurgie maxillofaciale. C'est un livre super intéressant pour la chirurgie, mais c'est un livre qui s'adresse beaucoup aux résidents. Fait qu'il y a beaucoup de chirurgies là-dedans qui sont un petit peu plus avancées, bien que la section sur les extractions est super intéressante pour un généraliste. J'ai comme un peu l'impression que si vous investissez dans ce livre-là, il y a au moins la moitié du livre qui ne vous sera jamais utile. Par contre, il y a des super belles images pour des procédures simples, comme un cerclage intermandibulaire chez le chat, ou si vous voulez faire une chirurgie simple d'abduction de lèvres, ou des fois une petite plaie sur une lèvre, comment refermer. Il est intéressant, mais je ne sais pas si pour un généraliste, il vaut le prix, parce qu'il est quand même plus de 500 $ US. Puis, encore une fois, il y a de chirurgie de palette, il y a plein d'affaires là-dedans qui ne s'adresseront jamais à vous. Fait il est super intéressant. Il y a peut-être comme 30% du livre qui s'adresse aux généralistes. Fait à voir s'il peut vous intéresser. Mais moi, c'est comme mon fossum de la face. Fait que, on avait pas mal parlé des principes là, de chirurgie la dernière fois. Fait que là, on va rentrer un petit peu plus dans le concret. Puis, le premier chapitre, justement, c'est ce qu'on appelle les extractions simples. Fait que ça, c'est quand tu as une dent, une racine. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire un embout pour une dent, une racine, puisque normalement, elle devrait pouvoir sortir par le trou même de son alvéole. Sauf les canines, évidemment, parce qu'elles sont plus grosses sous la gencive, on va y revenir. Fait que les extractions simples vont être, entre autres, pour les incisives, PM1, M3 mandibulaire chez le chien, pas mal ça. Ça, c'est vraiment un bel exemple des sites qui peuvent être laissés faire. Ben non, je l'ai acheté, le livre. Bon, fait que les incisives mandibulaires, ça va être des dents qui sont plutôt droites, assez étroites, surtout sur le sens, comment je dirais ça, le sens de la largeur. Elles vont être plus épaisses dans ce sens-là. C'est quelque chose à garder en tête quand on veut faire des mouvements avec nos instruments pour ne pas les casser, parce qu'ils sont plutôt étroites. Les canines, les incisives, c'est-à-dire de chat, sont vraiment toutes petites, là, c'est plus petit qu'un grain de riz.
Puis moi, je vais souvent utiliser soit un élévateur à dents le plus petit que j'ai, fait que souvent ça va être des 1 ou 1,3 mm. Puis l'élévateur à bout de racine aussi est un de mes amis là, pour faire des petites incisives de chat. Si on regarde les incisives, les maxillaires, il faut se rappeler qu'elles sont beaucoup plus courbées que les incisives mandibulaires, entre autres parce que bien que notre truffe de chien a l'air bien carrée, mais il ne faut pas oublier qu'il y a les passages nasaux qui sont ici. Fait que les incisives, elles ne peuvent pas aller droit vers le ciel comme les couronnes laissent entendre, parce que sinon, le chien aurait ça dans son nez. Fait qu'en fait, la couronne est bien droite, mais la racine, elle coupe pas mal plus vers l'arrière. Il y a une bonne différence d'anatomie là, entre les incisives mandibulaires qui vont être très, très droites, puis les maxillaires qui courbent. Puis l'incisive 3 maxillaire, elle va être non seulement beaucoup plus courbe que les autres, elle est beaucoup plus grosse aussi. Là, chez un gros chien là, comme un lab ou quelque chose comme ça, c'est quand même une dent assez massive. Puis, si on la sectionne, justement, cette dent-là est très triangulaire. Fait que, encore une fois, pendant une extraction, ça va souvent être dérangeant parce qu'on ne peut pas la tourner comme les autres dents, mais ça ne tourne pas, c'est un triangle. Fait que l'incisive 3, il faut juste se rappeler, même si une dent, une racine, ce n'est pas nécessairement une extraction facile. Tandis que nos autres petites prémolaires, ça, c'est bien droit aussi. Pas trop de problèmes. La petite prémolaire 1 mandibulaire chez le chien aussi, elle va être plutôt courte. Petite racine courte, difficile à casser parce qu'elle est tellement courte, ça va sortir bien. L'incisive 3, c'est un petit peu... je la fais souvent en chirurgical. C'est possible à sortir en extraction simple chez un jeune chien, mais des fois non. Autre dent à une racine, on a la prémolaire 2 maxillaire chez le chat. Il y a une certaine proportion de chats qui vont avoir 2 racines sur cette dent-là. Personnellement, je trouve que c'est pas si fréquent qu'ils en parlent ici. Par contre, la molaire 1 chez le chat, elle est très variable. C'est-à-dire qu'il y en a une bonne partie, quasiment... à mon avis, ouais, j'allais dire 30-30-30, là. Mais c'est pratiquement ce qu'ils disent ici. C'est-à-dire la petite molaire maxillaire là, qui est comme cachée derrière la PM4, que souvent on ne voit pas du tout chez le chat. Là. Mais il y en a une bonne proportion qui va être une seule racine. Il y en a, ça va être comme 2 racines fusionnées. Fait que ça va quand même s'extraire assez facilement. Puis, il y en a une bonne proportion aussi qui vont être à 2 racines. Fait qu'il ne faut pas toujours se dire « Ah, la petite M1, elle va bien sortir » parce que ça, c'est vraiment facile à casser. Donc, encore là, c'est vos radios qui vont vous aider, mais des fois, elle est tellement tournée qu'on ne le sait pas d'avance à qui on va avoir affaire. Là. Fait que la molaire maxillaire chez le chat est parfois un petit peu difficile, même si en théorie, c'est dans une racine, elle ne l'est pas toujours. Puis, bon, la molaire 3 mandibulaire chez le chien, elle aussi est habituellement assez courte et assez chunky, fait que plus difficile à casser. En général, elle va être plus aisée à sortir. Puis les dents décidues, comme les canines chez le chien, le chat, c'est possible de les extraire en extraction simple, c'est-à-dire en les sortant simplement par leur alvéole, parce qu'elles n'ont pas la même forme de banane qu'ont les canines d'adultes. C'est-à-dire les canines d'adultes, bien qu'ils ont juste une racine, ils vont devenir plus épaisses avant de redevenir plus étroites. Donc, évidemment, c'est impossible de les sortir par leur alvéole parce qu'elles ont comme cette grosse bédaine qui est en dessous de l'os. Ce n'est pas le cas des dents de lait qui vont être plus en forme de bâton de hockey, c'est-à-dire vraiment plus droite. Par contre, elles sont très longues, ces dents-là, fait que des fois, elles sont difficiles à faire en extraction simple, mais c'est possible de les sortir comme ça. Bon, quand est-ce qu'on choisit de les faire en extraction simple, c'est-à-dire de les sortir simplement par leur alvéole versus d'aller ouvrir, c'est-à-dire de faire un lambeau, d'aller enlever de l'os, puis de la sortir un petit peu plus par le côté. Bien, encore là, ça va être... si la dent est plus résorbée, c'est toujours plus difficile à sortir par extraction simple. Si elle est très longue, comme les canines de lait, ou si elle est très courbée et triangulaire, comme les canines, pas les canines, les incisives 3 maxillaires chez le chien, souvent, ça va être des dents que je vais pas essayer l'extraction simple. Parce que, ou je vais l'essayer quelques minutes, puis si je vois que ça avance pas, mais je vais le convertir assez rapidement en extraction chirurgicale là, pour ne pas passer la journée là.
Bon, ici, on a la petite phrase « Although a simple extraction wound may be left unsutured ». C'est-à-dire que, bon, si on reprend les étapes de l'extraction, ben ça, c'est le prochain chapitre. Je ne sais pas pourquoi ils ont parlé de comment la fermer avant de comment l'ouvrir, mais bref, on pourrait la laisser non suturée parce que pour aller refermer l'alvéole, en fait, il va falloir élever la gencive alors qu'on n'a pas eu besoin d'élever la gencive pour extraire la dent. C'est un petit peu insultant d'aller faire une procédure qui est un petit peu plus invasive juste pour le plaisir de refermer alors que la chirurgie même a été facile. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire justement, c'est de faire une petite croix pour rapprocher un petit peu la gencive, puis la petite croix va tenir notre caillot en place, puis ça va prévenir l'alvéole sèche. Puis ça peut être comme un petit peu le compromis qu'on va faire. C'est pas trop long à faire parce qu'on n'a pas besoin d'élever, on fait juste faire une petite croix. Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire souvent, en fait. C'est pas mal ça. Si on a fait une rangée de dents comme les incisives, par exemple, puis on les a toutes faites en extraction simple, mais c'est sûr qu'avec nos instruments, on abîme un petit peu la gencive, puis ça finit qu'on a quand même un gros trou, ben eux, on pourrait effectivement aller les suturer. Là. Mais encore là, ça dépend, comme je vais vous dire, de l'âge de mon patient, puis qu'est-ce que j'ai d'autre à faire. Puis, sur les patients cardiaques, il faut que j'enlève toutes les dents parce qu'ils ont décidé à 15 ans que c'était la première fois qu'ils voulaient faire les dents, puis que c'est bon, bref, vous voyez le scénario, je suis sûre que vous en faites régulièrement parce que moi, j'en fais tout le temps, là. Mais je vais privilégier la rapidité de la chirurgie versus la fermeture des plaies. Sur des actions simples encore plus. On a une question ici. Je sens qu'on va faire attention. Le senior junior, là. Alors, d'une vétérinaire, LC vétérinaire senior, là, donc c'est Dr Bertrand. Que pensez-vous de l'utilisation des éponges dentaires pour favoriser l'obturation du site d'extraction? Est-ce que ça peut aider à la granulation? Les éponges qu'on laisse en place après la chirurgie? C'est pas spécifié, j'imagine. C'est comme des... Ben, comme dans les sites de chirurgie, en fait, il y a eu tout un... J'ai déjà fait une conférence où il nous parlait de toutes les choses, justement, qu'on est possible de laisser dans les sites d'extraction versus... il y a les sponges, il y a les poudres, il y a les greffes, il y a comme un paquet d'affaires. Il n'y a rien qui m'a convaincue qui était supérieur au caillot de sang. Fait que moi, en général, si je peux rien faire et m'en sortir versus faire quelque chose qui coûte des sous, qui peut contaminer, qui peut faire je sais pas quoi, je suis pas convaincue qu'il y a un réel bienfait, je préfère ne rien faire. Fait que, à date, j'ai rien vu qui m'a convaincue que quelque chose était mieux que le caillot. Fait que je laisse tranquille. L'autre chose aussi, ça, j'ai déjà vu ça. Il en parle aussi que quand est-ce qu'on devrait suturer. Mais les Dobie, Von Willebrand, là, eux, ils peuvent saigner longtemps, même juste d'un site d'extraction tout bénin comme une petite incisive. Là. Fait que ça, c'est définitivement des patients là, qui méritent d'être suturés, même si on a fait des extractions simples. Ouais, j'ai déjà vu Von Willebrand qui ont eu besoin de transfusion là, pour avoir des plaquettes parce qu'ils ont décidé de faire une carie puis il fallait extraire donc 2 dents. On les aime, nos petits patients avec toutes leurs maladies génétiques. Bon. Fait que les règles ou la marche à suivre sur comment extraire des dents, ben, ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on détecte les dents avant de les extraire? En général, moi, je vais le faire. C'est-à-dire que c'est l'équivalent de mon scrub. Je ne peux pas, évidemment, rendre la bouche stérile, ça ne se fera jamais. Mais encore une fois, quand la bouche a l'air d'une swamp, je vais faire quand même un effort minimalement pour enlever au moins le pire du tartre et de la plaque et du pus et du poil et de tous les débris qui peuvent se retrouver là avant de commencer ma chirurgie, avant de vraiment inciser puis commencer à faire des extractions. Encore là, si j'ai une bouche complète à faire d'un patient instable, c'est des choses comme ça, je vais faire un détartrage grossier. Par contre, si le temps me le permet, je vais faire quand même un bon détartrage avant de commencer mes extractions puis d'exposer là, etc. Fait que quand la condition du patient le permet, oui, je vais privilégier de détartrer les dents qui vont être extraites.
Puis, on n'oublie pas aussi que de mettre de la Chlorhex, 0,12 % dans la bouche du patient, ça réduit les aérosols autant de ce qu'on envoie dans la pièce et ce que nous, on respire. Et ça réduit aussi les bactériémies qui sont causées par nos extractions. Donc, une façon super simple qui prend 2 secondes, qui est vraiment pas chère, qui a très peu d'effets secondaires, qui va aussi être l'équivalent de notre scrub de chirurgie, là, avec un petit peu de push-push de Chlorhex dans la bouche. Moi, je le fais avant même de commencer le détartrage, parce que comme je vous dis, ça diminue les aérosols. Puis, s'il y a une bouche vraiment dégueu, là, après avoir détartré, on va refaire un petit peu de Chlorhex avant de commencer notre chirurgie. Là, je vais faire un dessin. Donc, première étape, quand on fait notre extraction simple, bien, ça va être avec notre scalpel d'aller briser la tache gingivale tout autour de la dent qui nous intéresse, qu'on veut extraire. Fait qu'on va aller vraiment à 360 autour de notre dent. Puis, c'est important de rentrer vraiment entre la dent et le sulcus. Fait qu'on va aller vraiment briser les premières fibres du ligament. La tâche avec la gencive, puis on peut même, des fois, s'initier un petit peu dans l'espace du ligament parodontal puis commencer à couper. C'est-à-dire, ça prend quand même, sur une dent qui est saine, là, ça va prendre quand même une bonne force. On se permet d'enfoncer de au moins 2 mm avec notre scalpel là, tout autour de la dent pour bien aller détacher, c'est-à-dire notre gencive. Puis, ça va permettre aussi de, quand on insère notre instrument dans l'espace du ligament parodontal, bien, on se trouve à suivre le chemin qu'on a fait avec notre scalpel. Et qu'à place d'écraser la gencive, ben, on est capable de se glisser entre la gencive et la dent. En fait, il y a moins de lésions pour les tissus de l'avoir incisé et d'être capable de se glisser plutôt qu'ensuite d'aller détruire nos tissus en les écrasant. Donc, vous avez le choix d'utiliser des élévateurs, des luxateurs ou une combinaison des deux, ou comme dans mon cas, un hybride des deux. Fait que c'est vraiment le choix du chirurgien. Dépendamment de ce que vous aimez. Puis, même chose, ici, ce qui est démontré, c'est un élévateur sans ailette. Vous pouvez tout à fait prendre un élévateur à ailette. Encore là, choix du chirurgien. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. On va essayer de privilégier un instrument qui est à peu près entre le tiers et le quart de la circonférence de la dent qu'on veut extraire. Ça, on est à peu près au quart. Ça serait une grandeur appropriée. Si vous utilisez un instrument plus petit, ce que vous risquez de faire, c'est des fois de défoncer, d'aller un petit peu plus loin parce que notre instrument est comme une aiguille, c'est-à-dire qu'elle va réussir à se faufiler, faire où elle ne devrait pas. Ou vous risquez de tordre votre instrument parce qu'il est tout mince, puis là, vous essayez de le faire travailler contre une dent qui est beaucoup trop grosse. Puis, ben, un instrument qui est trop gros, ben, vous allez avoir beaucoup de difficulté à rentrer là, dans l'espace qui est déjà difficile, là, l'espace du ligament parodontal, qui est comme 1 mm, là, on essaie de rentrer un gros instrument. Josée, t'as dit le corps, là, de la circonférence? Oui. Fait que là, si je regarde, ben elle, il y a quand même une grosse couronne, là, mais ma racine, elle serait un tout petit peu plus petite. Fait qu'elle, ça occupe à peu près, je dirais, le quart de ma circonférence. C'est pas facile comme mesure. Tu comprends pas ma mesure? Ah, je comprends, mais pas facile. Elle est pas, tu sais... Ben, c'est pour aider les gens à choisir leur grosseur d'élévateur. Fait qu'essayez de visualiser votre racine si vous la voyez de haut. Puis on essaie d'occuper entre le tiers et le quart de cet espace-là. OK. Si on voit une vue en plongée, on n'a pas beaucoup de dessins, mais on va peut-être le revoir ailleurs, mais je referai un petit dessin. On va essayer toujours de mettre nos instruments soit au distal de la dent ou au mésial pour travailler, parce que c'est là que notre os est plutôt solide. C'est-à-dire que si on vient travailler au buccal, notre plaque alvéolaire, notre os est super mince. On a à peu près 1 mm d'os ici. Si j'essaie de rentrer mon gros instrument entre la dent et l'os, ben, si j'ai 1 mm d'os, puis je rentre un gros instrument, puis je pousse dessus, ben, tout ce que je vais faire, c'est craquer mon alvéole. Puis, à l'inverse, au palais, spécialement dans ce cas-ci, c'est un maxillaire. On se rappelle que nos dents, elles courbent beaucoup. Donc, c'est ma main, c'est ma dent. Puis, j'essaie de rentrer mon instrument au palais. Et en fait, je vais lutter rapidement contre la courbe de ma dent, puis mon instrument ne sera pas adapté pour faire une force. Donc, en longeant les deux côtés de la dent, fait qu'on est médial au distal, de un, je ne risque pas d'abîmer trop les alvéoles. Puis de deux, bien, je vais pouvoir travailler à couper puis à étirer mon ligament parodontal sans blesser les autres dents, puis en travaillant plus efficacement. Donc, on va vraiment alterner entre mésial, distal, mésial, distal. On se rappelle
que c'est important de mettre toujours notre doigt au bout de l'instrument. C'est-à-dire qu'on va juste travailler avec la lame qui dépasse, je dirais 3-4 mm, ça dépend de la taille de votre bestiole, mais 3-4 mm qui dépassent de notre doigt. C'est-à-dire que si on glisse, et on glisse tous, on a juste le bout de l'instrument qui peut lacérer la gencive, la lèvre, le nez, peu importe, là, j'ai stabé les patients un petit peu partout, mais on a juste un petit bout de lame pour le faire. Si on tient notre instrument dans le poing, puis qu'on a toute la lame qui est disponible et qu'on glisse, ben là, on peut évidemment enfoncer notre élévateur beaucoup plus loin dans les structures qu'on ne veut pas. Le palais, les yeux sont un classique à chaque forum de dentisterie vétérinaire. On nous montre un beau CT scan du patient qui a eu l'élévateur dans l'œil, parce que ça a passé au travers de l'alvéole, il l'a eu bord en bord du museau, puis là, on est rendu dans l'œil avec l'élévateur dedans. Donc, on ne veut pas que ça soit de nous qu'on parle au forum à chaque année. Donc, on place toujours notre doigt au bout du patient. Puis, je peux même vous raconter une anecdote pour vous dire à quel point ça a marqué mon esprit. Mon chat à moi est énucléé parce qu'il y a eu une tumeur dans un œil. Et puis, quelques années avant, en fait, je faisais l'extraction de sa petite neuf, justement la dernière, au bout du palais. Puis, la dent est vraiment sur le bord du palais. Après ça, on tombe dans le palais mou, il n'y a plus de rebord osseux. Là. Il y a peut-être 1 mm entre la dent et le trou, le creux. Et j'ai glissé avec mon instrument et mon instrument a poqué dans les tissus du palais et j'avais mon doigt au bout de l'instrument. Donc, j'ai probablement frappé le gras autour de son œil. Mais je peux aller loin, j'ai rien fait. Et aujourd'hui, c'est l'autre œil qui est énucléé. Donc, si j'avais crevé l'œil de mon chat serait maintenant aveugle parce que c'est le bon œil que j'ai failli blesser. Mais j'avais mon doigt, ce n'est pas arrivé. C'était mon propre chat, alors je suis bien contente de ne pas l'avoir fait. Alors, on glisse tous. Assurez-vous d'avoir votre doigt au bout, puis vous ne vous retrouverez pas dans le pétrin. Si vous retenez une affaire ce soir, puis que c'est ça, je vais être contente. Donc, la technique, on va insérer notre élévateur le long de la dent. Les luxateurs, donc, vont couper un petit peu plus, vont être plus tranchants que les élévateurs, mais les élévateurs vont être plus épais, vont permettre qu'une plus grande force soit appliquée dessus avant d'être tordue. Donc, on va insérer notre élévateur d'un côté, on va pousser la dent d'un côté de l'alvéole, on étire les fibres du ligament parodontal. L'idée, c'est de tenir pendant plusieurs secondes. On peut vraiment compter jusqu'à 10. De faire des petits mouvements pour faire brasser la dent, en fait, ce n'est pas ce qui est le plus efficace. C'est-à-dire que si vous pensez au mouvement de la mastication, nos dents ils bougent dans notre alvéole à longueur de journée à chaque fois qu'on mastique. Le ligament est fait pour résister à ce type de mouvement, alors qu'un grand mouvement continu, mais c'est ça qui va faire en sorte qu'il déchire. Donc, de faire des petits mouvements avec notre élévateur pour essayer de la brasser, c'est pas ça qui va faire une extraction efficace. Donc, on rend notre élévateur, on tient une pression pour essayer d'étirer les fibres du ligament. On va changer de côté, on va déchirer les fibres de l'autre côté. On retourne avec notre instrument, puis soit on est capable de rentrer un petit peu plus loin que tantôt, fait qu'on va aller déchirer les fibres un petit peu plus vers l'apex. Puis quand on sent que notre dent est bien mobile, bien, c'est là qu'on peut sortir notre daguet, puis délivrer la dent. C'est le terme. En général, j'essaie d'éviter d'appliquer de la force avec mon daguet, c'est-à-dire que c'est vraiment mon élévateur qui a fait le travail de briser le ligament parodontal, parce qu'étant donné qu'on tient la couronne en pince dans notre daguet, mais c'est dangereux de casser notre couronne puis là, de se retrouver avec un bout de racine à aller chercher. Fait que mon daguet, c'est vraiment juste à la fin pour aller cueillir. Le travail a été fait avec mon élévateur. Je passerai peut-être aux dents à deux racines. Juste avant de changer, on a une question. En fait, c'est deux fois, les questions se ressemblent. Dans le volume, ça parlait de chlorhexidine à 0,05 à 0,12%. Peut-on utiliser de la chlorhexidine 0,2% plutôt? En général, on considère que c'est trop fort pour les tissus délicats de la bouche. Fait que le 0,12, c'est notre Dentachlor, qui va être en général recommandé plutôt pour la bouche. Puis, c'est un peu l'équivalent aussi des rinces que peut-être votre dentiste va vous offrir. Je sais qu'il y a certains dentistes vétérinaires qui vont dire de rincer les plaies avec la Chlorhex après. Là. Fait que c'est pas trop fort. Parce qu'on sait que la Chlorhex, en fait, c'est pas bon pour les fibroblastes et pour
les cellules, les petites cellules dans la bouche. Fait que je ne dépasserai pas le 0,12, non. Maintenant, une question, Dr. Barry. Quel est le meilleur positionnement de la tête d'animal pour faire les extractions? C'est le choix du chef. Il y a des avantages à le faire en latéral, puis il y a des avantages à le faire en dorsal. En latéral, l'eau va s'écouler un petit peu plus de la gorge du patient. En dorsal, souvent, l'eau va s'accumuler un petit peu plus en arrière. Il y a moyen de mettre la succion là, pour s'assurer que ça n'arrive pas, ou évidemment de mettre les éponges, etc. Fait que c'est pas un absolu. Mais c'est juste un avantage versus l'autre. Ce qui est tannant, quand on travaille en latéral, souvent, c'est que je vais avoir accès à juste un côté du patient. C'est-à-dire souvent, je vais faire le détartrage, les radios, les extractions de ce côté-là, je le tourne. C'est un petit peu plus tannant pour appeler les gens parce que j'ai pas comme le plan complet. Puis il faut que je tourne le patient pour avoir les radios de l'autre bord, puis de compléter mon examen avant vraiment de pouvoir appeler les gens et dire « Ah oui, il faut que j'ai un extrait de 13, 14, 2, peu importe. » Tandis qu'en dorsal, on a accès à toute la bouche. Fait qu'on peut faire tout le détartrage, tout l'examen, toutes les radios, puis y aller directement avec nos extractions. Fait que moins de déplacement du patient. C'est ça, moi je trouve que ça accumule un petit peu plus d'eau dans la gorge. J'ai été habituée en latéral, je suis incapable d'extraire une dent en dorsale, mais si vous êtes habitué autrement, il n'y a vraiment pas de raison. Je connais plein de monde qui travaille en dorsale. C'est beau. Voilà, choix du chef. Donc, les dents à plusieurs racines, on va en fait sectionner les dents puis ensuite les traiter comme des incisives. C'est-à-dire, on va utiliser exactement le même principe que je viens de décrire, mais pour chaque racine individuelle. La très grande majorité, ce n'est pas toutes les dents à plusieurs racines chez les chiens. Les racines sont divergentes, c'est-à-dire que je ne pourrais jamais tirer sur la dent et la faire sortir. En humaine, on a les racines un petit peu plus droites, fait que oui, on aurait le potentiel de sortir une dent en entier, mais pas nos chiens, nos chats, leurs petites racines sont en forme de A. Fait qu'évidemment, quand tirant vers le haut, je ne vais pas réussir à sortir ça. Fait que c'est pour ça qu'on va les sectionner puis sortir une racine à la fois. Donc, une dent à plusieurs racines pourrait être faite, c'est pas une extraction simple, là, c'est dans l'abréviation de l'AVTC, là, fait qu'une extraction simple, c'est un X. Une extraction simple, mais avec section de la dent, c'est XS. Une extraction avec lambeau, c'est XSS, que l'on dit qu'elle est chirurgicale. Là. Fait que ça, c'est comme une espèce d'entre-deux. Fait que ça serait des exemples de dents qu'on pourrait simplement venir sectionner, puis ensuite traiter comme deux incisives, puis les sortir une après l'autre. Si le patient nous le permet, puis si là, c'est assez compliant pour nous laisser faire. Puis ça dépend encore une fois de l'âge du patient, s'il y a la résorption, s'il y a des courbes, toutes des choses qui pourraient faire qu'on convertit vers une extraction chirurgicale. Fait que, bon, c'est ça, toutes ces dents-là sont un petit peu... Ouais, je trouve que ça ne représente pas tant la réalité, parce qu'en général, je trouve qu'ils sont plus divergentes que ça, mais c'est toutes des dents qu'on pourrait aller sectionner puis couper. Il y a quelques dents qui sont un petit peu traîtres, c'est-à-dire que les prémolaires vont être vraiment très triangulaires. Fait qu'eux, on peut aller vraiment les sectionner dans le milieu, puis on va arriver entre les deux dents. Pour ce qui est de la molaire 1 chez le chat, je ne sais pas s'ils vont le montrer. Non. Ah, c'est parce qu'il y a un chapitre sur les chats après ça. Contrairement à ces dents-ci, la couronne ne nous indique pas du tout là où est la furcation, c'est-à-dire là où sont les deux racines. Fait qu'il faut vraiment connaître notre anatomie pour aller sectionner la dent comme il faut. Puis je vous dirais que la section de la dent va vraiment déterminer comment votre extraction se passe par la suite. C'est-à-dire si on a mal sectionné. Fait que soit je n'ai pas sectionné au complet. Fait que au moment où je vais vouloir venir mettre mon élévateur entre les deux racines, je vais probablement casser un des deux bouts de couronne parce que ma dent étant pas sectionnée au complet, je ne peux pas faire de levier d'une racine contre l'autre parce que ma section n'est pas au complet. Si au contraire, je fais ma section vis-à-vis une racine et non entre les deux, mais encore une fois, quand je vais venir pour glisser mon instrument, je me trouve à ne pas être entre l'os et la dent, je suis entre la dent et plus de dents. Donc, je ne suis pas placée comme il faut pour faire une pression, pour faire un levier pour élever quoi que ce soit. Fait que l'endroit où on fait notre section, si on la fait correctement entre les deux racines, va vraiment déterminer la suite des événements, c'est-à-dire si notre extraction elle se passe bien ou pas.
c'est pas le meilleur exemple. Je sais pas dans nos autres photos, qu'est-ce qu'on a? Don't own yet. Oui, je te confirme que j'ai les droits. Merci. Il y a moyen aussi de sectionner, comme dans ce cas-ci, la personne les a sectionnés un petit peu en angle. Fait que si on sectionne en plein milieu de la dent, on a plus de couronne à travers de laquelle il faut passer pour sectionner notre dent. Fait que ça se peut que notre section prenne un petit peu plus de temps. Par contre, ce que j'aime avec cette technique-là, c'est que je peux glisser mon élévateur entre les deux racines puis pousser une de mes dents une contre l'autre. Puis les extraire une à la suite de l'autre. C'est-à-dire que je vais attendre que les deux soient bien lousses, puis je vais prendre mon Davi en main une seule fois, puis extraire les deux une à la suite de l'autre. Ça fait moins de changements d'instruments entre mes mains, puis mon extraction va se produire un petit peu plus rapidement. On pourrait décider de passer au travers de la dent un petit peu plus efficacement, c'est-à-dire faire une section qui est plus courte, donc en diagonale, fait qu'on a moins de couronne à travers laquelle passer. Par contre, vu que cette portion-ci de la couronne de cette racine-là vient par-dessus cette dent-ci, on ne pourra pas aller glisser notre élévateur entre les deux dents ici. Fait que je vais être obligée d'extraire cette racine-là avant d'aller extraire cette racine-là. Donc, je vais être obligée de faire toutes les étapes d'une racine, puis ensuite toutes les étapes de l'autre. Je change un petit peu plus souvent d'instrument. Je trouve que c'est plus long comme ça. Moi, je préfère sectionner mes racines vraiment en plein milieu, mes couronnes en plein milieu, pour pouvoir jouer mes racines une contre l'autre, puis faire des leviers, puis les extraire en même temps. Mais encore là, c'est choix du chef, si vous préférez. Pour la molaire 1, on a-t-il une photo de la molaire 1? Ça, c'est ma PM4. Pour la molaire 1, elle, je vais la couper en diagonale parce que de la couper ici, là, ça, c'est vraiment trop long. C'est long de passer au travers de cette grosse dent-là avec ma fraise. Fait elle, oui, je vais tricher puis je vais choisir de traverser un petit peu moins de couronne pour aller faire ma section. Puis, donc, dans ce cas-ci, on va souvent extraire cette racine-ci avant d'aller extraire l'autre parce que, encore là, on ne peut pas aller glisser notre élévateur dans ce sens-là. Fait que ça, c'est une des exceptions parce que oui, la furcation est pas mal dans le milieu de la dent, mais pour que ça prenne un peu moins de temps à sectionner, je vais aller couper un petit peu en diagonale. Mais celle-ci, la 8, par exemple, je la sectionnerai en plein milieu. Puis la PM4, c'est bien important de comprendre comment sont placées nos racines parce qu'encore une fois, si on sectionne mal notre racine, tout va mal aller après. Donc, c'est pas le meilleur dessin. J'aimerais ça l'avoir de haut. Le BSA-VA de dentisterie, si vous l'avez, c'est un des livres qui décrit le mieux l'anatomie des dents. Je le trouve absolument fantastique. Au début du livre, dans le chapitre d'anatomie, chaque dent est photographiée sous tous ses angles. J'ai jamais vu un livre aussi clair. Vous pouvez vraiment voir les dents à 3 racines, comment ils sont faites. C'est comme si vous l'aviez entre les mains, là. Donc, il va y avoir 2 racines au mésial, de cette dent-ci, puis une grosse au distal. C'est-à-dire que je vais avoir une grosse racine ici, une petite là, puis une autre petite vis-à-vis celle-ci, mais du côté du palais. Donc, souvent, ce qu'on va prioriser, ça va être de faire une section ici en diagonale de notre PM4. Puis là, oui, je vais aller enlever ma grosse racine distale, qui est souvent la plus facile à enlever parce que vu que la racine est bien grosse, elle est beaucoup plus difficile à casser. Fait que là, je vais aller rentrer mon élévateur au distal, entre mes 2 racines. Puis ici, vu que mes 2 racines sont encore entières, c'est-à-dire que je ne les ai pas sectionnées encore, puis qu'elles sont en forme de A, elles sont bien solides dans l'os, je peux glisser mon instrument ici puis m'accoter sur ces 2 racines-là pour faire levier pour sortir celle-ci. Parce que vu qu'elles forment encore une seule unité, elles vont être bien solides, elles vont me permettre de faire un levier. Puis ensuite, on va aller sectionner la racine buccale de la palatine, puis aller jouer pour enlever entre les deux. J'aimerais vraiment un dessin avec une vue en plongée. Il va falloir que je fasse un dessin, mais là, c'est terrible, mes talents, c'est pas... Ah, on voit ici un petit peu qu'il y a 2 racines, puis les 2 sont vraiment au mésial. Puis on ne peut pas se fier à la couronne pour savoir où est la furcation. C'est-à-dire qu'il y a toujours une petite cuspide au palais, là,
mais elle n'est pas vraiment proportionnelle à où se trouve la racine. La cuspide est beaucoup plus petite que la racine en soi. Fait que souvent, si on tente d'aller couper la cuspide, on ne coupe pas au site de notification, puis c'est là que les problèmes arrivent, parce que justement, là, ensuite, on rentre notre élévateur au mauvais endroit, on casse notre couronne, etc. Donc, moi, en général, je vais favoriser une section ici. Je vais aller enlever cette partie-là. Si je regardais ma dent de haut, la distance entre les deux, si je coupais ma couronne vraiment au milieu, peu importe là, la forme de ma cuspide, là, si je regarde de gauche, en fait, de buccal vers palatin, je coupe en plein centre. Habituellement, c'est là la bifurcation entre mes deux racines. Oubliez la forme de la couronne, là, elle va vous induire en erreur. Fait qu'encore là, je vais pouvoir mettre mes élévateurs au buccal et au distal. Non. Au mésial et au distal, pas au buccal, parce que si vous allez au buccal, vous allez arracher votre os alvéolaire. Fait qu'au distal et au mésial, pour sortir les racines une par une, je vais les cueillir avec le Davi. Si on a le temps de parler de la dernière, la M1 puis la M2 ont la même forme. Puis en fait, elle est complètement différente de ma PM4. C'est-à-dire, ma PM4, j'ai une grosse racine au distal, deux au mésial. Puis, pour ma M1, qui a aussi trois racines, mais en fait, j'en ai deux au buccal, une au palatin. Fait que si ma PM4, elle se trouve être comme ça, ma M1, elle se trouve être comme ça. Fait que nos sections sont complètement différentes d'une dent à l'autre. Fait qu'il faut vraiment connaître où sont nos racines pour aller sectionner comme il faut entre les racines si on veut que le reste de notre extraction découle bien. Donc, ma main ici, au mandibule, j'irais sectionner ma dent ici plutôt que d'essayer de la sectionner en plein centre. Puis les autres prémolaires, c'est un petit peu plus straightforward, là, on les sectionne en plein milieu. Il y avait un dessin ici qui était quand même intéressant. Justement, ça, c'est la molaire 1. C'est-à-dire qu'on a deux racines au buccal, puis une grosse courte au palatin. C'est-à-dire qu'on peut aller vraiment sectionner. Souvent, dans le creux ici, ça va séparer nos deux buccales de la palatine. La palatine, elle va être facile à aller sortir. Encore une fois, elle est super courte. Donc, c'est facile d'aller la cueillir avec notre élévateur. Par contre, je me méfie toujours en mettant mon doigt au bout de mon instrument parce que si cette alvéole-là est défoncée, on est loin en arrière de la bouche si on passe tout droit, cavité nasale ou œil. Donc, toujours l'instrument au bout de notre doigt au bout de notre instrument. Puis ici, mais j'irais tout simplement sectionner la buccale distale de la buccale médiale, qui sont pas mal symétriques. Les deux dents ont la même grosseur, là, fait qu'on peut juste sectionner dans le milieu ici. Puis la deuxième molaire, c'est la même version en un petit peu plus petit, fait qu'on fait nos sections de la même façon. Je ne sais pas si c'est clair, j'aimerais ça avoir plus de dessins, là, je me fie aux photos qu'il y a déjà dans le livre, là, mais si j'avais à écrire un livre, je ne prendrais pas ces images-là. Je pense que ce qu'il faudrait, Josée, c'est une caméra GoPro ou quelque chose vraiment là, macro, puis de avoir du footage de proche. Là. Ça serait extraordinaire. Je pourrais essayer cette semaine. Mais de prendre des photos, pas avec une GoPro, là, mais tu sais, si j'ai des parents, demain je fais un choix, ça ne marchera pas. Mais d'essayer de prendre des photos en plongée sur les dents pour essayer de vous faire des dessins, même si souvent ça ne donne pas ce que je voudrais. On est déjà dépassé 8 heures. Est-ce qu'on fait les canines ou on va se coucher? On demande aux gens. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'on fait les. Est-ce qu'on poursuit? Oups, on est ici. Quelqu'un qui dit on continue. On continue. De toute façon, ceux qui doivent quitter, si vous avez des enfants couchés, allez-y. De toute façon, d'ici 48 heures, je vais vous envoyer le lien de l'enregistrement. Fait qu'il n'y a pas de problème. Bon, fait que la canine maxillaire, il y a un beau petit vaisseau qui est un prolongement de l'artère palatine qui passe à peu près à mi-distance dans le diastème là, entre l'incisive 3 et la canine maxillaire. C'est un petit vaisseau, il pisse le sang, mais il est trop petit pour être vraiment dangereux. Fait que si ça vous arrive de faire votre lambeau et vous dire « Oh mon Dieu, ça saigne donc bien », sachez que c'est un petit vaisseau pas vraiment important que vous avez coupé. Vous avez juste à faire une pression digitale pendant à peu près 1 minute, là, puis habituellement, ça va passer tout seul. On n'a pas besoin d'aller ligaturer, il est trop petit.
mais c'est quand même une bonne source de segments là, qui est des fois un peu impressionnant, non seulement pourquoi tout notre lambeau ne saigne pas, puis là, tout à coup, à cet endroit-là, ça saigne. Là. On a le petit vaisseau qui n'a pas de nom, qui est comme la fin de l'artère palatine là, qui passe en plein centre. Est-ce qu'on a des commentaires, questions? Comment suggères-tu de procéder lors de dents surnuméraires comme 308, 408 chez les chats ou comme chez le Boston Terrier, Shih Tzu, avec des dents très collées, 206, 203, 207, ou juste une dent est affectée, mais des fois la poche, mais des fois la poche entre les deux. Désolée, je l'ai pas super bien lu. Ouais, c'est comme que j'ai comprends. Bon, moi, je suis une chirurgienne qui est habituellement du type très conservatrice. J'aime pas ça extraire des dents pour rien. Si la dent est saine, j'aime ça la garder en bouche. Ceci étant dit, j'ai eu ma leçon que les dents encombrées, ça fait de la maladie parodontale, c'est des aimants de maladie parodontale. Puis sur des patients à risque comme les petits patients brachycéphales, là, je préfère les extraire en prévention maintenant plutôt que de finalement sacrifier les deux qui sont collés ou les trois plus tard dans la vie du chien. Donc, s'il y a de l'encombrement, je recommande de sacrifier une des deux dents. Puis là, vous regardez laquelle qui est la mieux placée, laquelle qui est peut-être la plus grosse, qui a la meilleure chance d'avoir une fonction, c'est dans la mastication, des choses comme ça. Mais ouais, l'encombrement, c'est des précurseurs de maladies parodontales, puis je recommande les enlever. Et si on a des dents surnuméraires, si le chien a de la place en masse, les Dobie, ça arrive, là, ils vont nous faire 2 petits prémolaires 1, mais sont espacés, sont super belles, vous pouvez la laisser en place. Mais justement, qu'est-ce qu'on dit, là, la 8 chez le chat, ça arrive, ça. Il y en a une de trop, il n'y a pas de place pour 2 dents dans cet espace-là. Puis les dents toutes en rotation, là, chez nos brachycéphales, vous êtes mieux de faire de la place autour des dents, surtout des dents importantes. On s'assure que notre 8 en haut et notre 9 en bas, nos belles carnassières sont dégagées, puis qu'il n'y a pas d'encombrement, puis qu'on veut garder ces dents-là longtemps, quitte à sacrifier une petite prémolaire là, à l'avance. Voilà. Puis là, ben, c'était plus un commentaire, là, mais une idée, il faudrait un peu de budget, mais ce serait extraordinaire. Docteur Chier qui propose faire une présentation 3D avec Oculus, ça c'est sûr qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus du côté humain, puis peut-être même en médecine vétérinaire. Là. L'Oculus, c'est les lunettes en 3D. Oh! Vraiment fantastique. En tout cas, ceux qui ont fait l'exposition là, de l'espace, ça aide à comprendre beaucoup de choses. Ben, mon ancien conjoint m'avait dit si tu m'envoies des photos des dents sous tous les angles, moi j'ai des artistes qui travaillent en jeux vidéo. J'ai des artistes qui peuvent te faire ça 3D, là, super facile. Là, et ils font ça de leur vie, puis ça serait super beau, puis tout ça, mais je suis comme ouais, ok. C'est ça, j'ai pas tout à fait le temps et le budget pour le moment de faire ça, mais apparemment, ça saute, c'est facile quand tu sais programmer. Donc, les canines, c'est pratiquement des dents qu'il va toujours falloir faire en extraction qu'on dit chirurgicale, c'est-à-dire avec un lambeau, puis en enlevant un petit peu d'os alvéolaire parce qu'elles sont plus larges sous la gencive, donc jamais que la grosseur de l'alvéole va nous permettre d'accommoder la racine qui est plus large. Donc, on va aller toujours faire un lambeau, enlever de l'os au minimum jusqu'à la portion la plus large de la dent. Et puis, ensuite, on va la sortir de la façon que je vais vous indiquer. Puis, cette technique-là est valide, en fait, pour n'importe quelle autre dent que vous avez la difficulté à extraire. C'est-à-dire que toutes les dents qu'on vient de nommer, les incisives, les dents de racine, les dents de racine, si pour une raison quelconque, elle est résorbée, la dent est courbée, c'est trop long, vous pouvez toujours appliquer la notion d'extraction chirurgicale, c'est-à-dire on fait un lambeau, on enlève un peu d'os, c'est-à-dire en éliminant une partie de l'alvéole, bien évidemment, on enlève une partie de la tâche de la dent. Et déjà, il y a une partie du travail qui est fait. Puis en plus, bien, on a plus de facilité à glisser nos instruments dans l'espace du ligament parodontale parce qu'on voit ce qu'on fait. Parce qu'il y a une partie là, des tissus qui ont été dégagés. Ensuite, il suffit de refermer. Donc, on a parlé là, du petit vaisseau qui va saigner pour l'artère, pour la canine maxillaire, pour la mandibulaire, mais c'est surtout le foramen, je ne sais pas si je vais être capable de dire ça en français, le foramen mentonnier médian, moyen. Je suis tellement habituée de lire en anglais, qui va être souvent proche de notre dent, puis impliqué dans le lambeau qu'on va faire. Puis là, dans ce cas-ci, il est plutôt en région de l'apex de la canine, mais dépendamment des individus, des fois, il est vraiment plus proche, puis il va nuire à notre lambeau. Puis des fois, on voudrait l'enlever de l'os,
Mais le foramen est là avec le nerf qui sort, donc évidemment, on ne va pas passer notre fraise là-dedans. Fait que des fois, le frein à combien d'os on peut enlever va être dicté par la position de notre foramen mentonnier. En général, tout ce qui sort du foramen peut être élevé dans le lambeau. Puis, on va arrêter notre coupe d'os avant le foramen pour donc préserver les structures qui sortent de là. Si, pour une raison quelconque, on les lacère, du point de vue artère, c'est trop petit pour vraiment causer un problème au patient. Fait qu'encore là, l'artère, souvent, elle va se rétracter puis elle va rentrer dans le canal mandibulaire pour coller la ligaturée, mais avec une bonne pression, pour quelques minutes, elle va arrêter de saigner tout seul. Pour les nerfs qui ont été lacérés, mais ça se peut que le chien ait soit plus de sensation ou une certaine perte de sensation au niveau de la lèvre. Cliniquement, on ne le saura jamais, puis il va faire sa vie pareil. Fait que, officiellement, les conséquences ne sont pas super grandes. Fait que c'est une structure qu'on va tenter de préserver au maximum, mais si jamais vous avez une bad luck, le chien va survivre. Ça doit être chez le chat. Non, c'est un chien, ça. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Ah oui, le foramen va être souvent en dessous de la PM2. Mais il ne faut pas oublier que notre racine de canine mandibulaire, elle s'étend souvent aussi jusqu'en dessous de PM2. Fait que ça va très, très, très caudal, cette racine-là. C'est quand même une grosse dent à aller en. OK. Ah, voilà. Donc, si on veut aller enlever de l'os, évidemment, il faut que notre gencive ne soit plus dans le chemin parce qu'on ne veut pas lacérer nos tissus mous parce qu'on va en avoir besoin pour refermer après. Donc, il y a plusieurs types de lambeaux qu'on peut faire. En général, ce que moi, je vais prioriser, c'est le lambeau qu'on dit triangulaire. C'est-à-dire qu'on va aller inciser le long de nos dents. Évidemment, tout le tour, encore une fois, à 360 autour de notre canine qui est notre dent d'intérêt. Puis, on va aller inciser jusqu'à peu près au milieu du diastème. Puis, à partir du milieu du diastème, je vais faire mon incision pour mon lambeau. Puis ensuite, à partir de ce point-ci, je vais pouvoir soulever mon lambeau, donc il va être comme en triangle, parce que mon incision va être comme ça ici. Fait que ça me permet d'avoir un lambeau qui est bien, bien, bien nourri par toute la vascularisation par rapport à un lambeau qui est un petit peu plus étroit comme en A. Fait que moi, habituellement, je privilégie les lambeaux comme en B ici. Puis, la raison pour laquelle on fait notre incision au milieu du diastème, c'est parce qu'on va aller enlever de l'os vis-à-vis de notre canine, de notre racine. Puis quand je vais refermer mon lambeau, une des règles pour éviter la déhiscence, c'est que notre lambeau, que les deux côtés de notre plaie soient supportés par de l'os. Donc, si j'avais fait mon lambeau ici, par exemple, quand je revenais pour refermer, mon lambeau va être dans le trou. Donc, il y a plus de chances que ça déhisse. C'est pour ça qu'il faut prévoir notre incision pour savoir, une fois que ma chirurgie va être faite, est-ce que mon incision va être encore supportée par de l'os? Donc, sachant que ma dent est courbe vers l'arrière ici, mon os va être enlevé ici. Fait que lui, oui, quand je vais refermer, il va être encore couvert par de l'os. Évidemment, across, au travers de l'alvéole ici, mais elle n'aura pas le choix d'être dans le trou, mais elle va être supportée vraiment comme partout ailleurs, mon incision. Donc, ce qu'on veut faire, une fois que notre lambeau a été élevé avec notre élévateur à périos, fait que j'en ai parlé un petit peu plus la dernière fois, comment faire ça. On va aller enlever de l'os au minimum jusqu'à la partie la plus large de la dent. Combien d'os on enlève? C'est toujours la question qu'on me pose. Fait que ce que je réponds, c'est toujours juste assez, mais pas trop. Plus qu'on enlève d'os, évidemment, plus que c'est invasif, plus que c'est de l'os que le patient va être obligé de refaire ou potentiellement qu'il va perdre parce qu'on en a déjà enlevé une partie. Fait qu'on veut en enlever le moins possible. Par contre, notre but, c'est d'extraire cette dent-là, puis c'est pas d'y passer la journée. C'est encore là un animal sous anesthésie. On veut le réveiller le plus rapidement possible. Donc, si on a un animal qui est plus âgé, que son os n'est pas du tout compliant ou qu'on a un début de résorption ou d'ankylose, puis ça fait être une extraction difficile, je vais enlever plus d'os dans le but de favoriser la rapidité ou même la faisabilité de ma procédure. Versus si c'est un jeune patient, que je sais que mon os est bien compliant, qu'il n'y a pas de résorption, que j'ai un ligament qui est bien laxe, lui, je vais enlever vraiment au minimum parce que je sais que je vais être capable de faire mon extraction plus facilement. Fait que je vais enlever assez d'os
pour faire ma chirurgie dans un temps raisonnable, en fait. C'est pas mal ça. Puis, les caractéristiques de la dent vont dicter c'est quoi ça. Aujourd'hui, j'ai fait une extraction, justement, c'était sur un cadavre, mais la dent était résorbée épouvantablement. Puis là, j'étais comme, je ne savais même pas capable de rentrer mes instruments entre la dent et l'os. Ben, j'ai enlevé 75 de la hauteur de ma dent, parce que sinon, je vais passer 2 heures ici. C'est pas acceptable de passer autant de temps, ou en tout cas, notre but, c'est de faire ça le plus rapidement possible. Fait que pour sauver 2 mm d'os, je ne vais pas rallonger ma chirurgie d'1 heure et demie. Fait que j'ai enlevé beaucoup, beaucoup d'os sur ce patient-là. Par contre, ça avait été un jeune patient, mais je l'aurais juste enlevé au minimum. Sachez que ça peut tout à fait m'arriver de passer 2 heures sur une canine mandibulaire de gros chien. Là. Fait que là, j'ai dit 2 heures, c'est pas acceptable. C'est pas ça que je voulais dire. Ça se peut tout à fait. Là. Mais justement, dans ces cas-là où c'est très long, je vais sacrifier plus d'os, justement, pour faciliter ma chirurgie, pour faire ça dans un temps raisonnable. En gardant en tête que je veux en enlever le moins possible. Mais, bref, on fait un balancier. Fait que je veux juste enlever l'os qui est vis-à-vis ma racine. C'est-à-dire que ça ne me donne rien d'aller enlever de l'os ici. Puis ça va juste, en fait, être encore plus difficile quand je veux aller glisser mes instruments entre l'os et la dent si je me suis fait une grosse, grosse tranchée que mon instrument est maintenant lousse. Mais des fois, on peut tricher puis faire juste une largeur de fraise le long du ligament parodontal, puis ça va me faire justement une crevasse toute fine, une gouttière même, je devrais dire, dans laquelle je vais pouvoir aller glisser mon instrument. Je vais me donner une petite longueur d'avance. Donc, il faut connaître l'anatomie de la dent. Pour aller enlever de l'os, c'est vraiment juste par-dessus la racine et pas plus, mais pas moins non plus. Parce que si je me fais une fenêtre plus petite, ben quand je vais vouloir glisser mon instrument, je ne serai pas entre l'os et la dent, je vais être entre la dent et la dent, puis mon instrument ne pourra pas travailler, ne pourra pas faire de levier en quoi que ce soit. Pour la canine maxillaire, c'est un petit peu plus facile de savoir où notre racine, parce que l'os alvéolaire est tellement mince que souvent, ça fait une bosse, on appelle ça la jugula. Mais on va voir vraiment la délimitation de l'os au travers du maxillaire. Fait que d'habitude, on est capable un petit peu plus facilement de dessiner notre racine. Au mandibule, c'est beaucoup plus ardu parce qu'en fait, la dent va plonger vers le lingual. On n'a pas de jugula au mandibule. Donc, c'est un petit peu plus difficile de faire ça, mais c'est pour ça que la canine maxillaire, en général, est considérée plus facile parce qu'on voit plus où on s'en va. Fait que, une fois que j'ai enlevé mon os, ben, je vais réutiliser encore une fois exactement les mêmes principes. Je mets mes instruments au mésial et au distal. J'élève, je tiens une dizaine de secondes, j'étire mon ligament parodontal, je vais de l'autre côté, j'étire, je vais de l'autre côté, je rentre peut-être un petit peu plus loin que la fois d'avant parce que là, je commence à le fatiguer. Puis, on fait ça, on alterne jusqu'à ce que notre dent soit bien lousse. À ce moment-là, je prends mon damier. Ensuite, on va pouvoir aller enlever les spicules osseuses. S'il y a quoi que ce soit, s'il y a quelques petites pointes, que ce soit qui pourraient nuire à mon lambeau. On ne veut pas que notre lambeau soit déposé par-dessus quelque chose de piquant. Donc, ça avec un rongeur, une râpe ou une fraise football diamant. On va enlever nos petites pointes, puis on va simplement resuturer notre lambeau par-dessus le trou qu'on a laissé. Fait que dans un cas comme ça où j'ai enlevé de l'os, j'ai élevé un lambeau, mais ça, c'est toujours une plaie que je referme. Et puis, là, maintenant, vous pouvez la faire en point simple, continu ou discontinu. Vous savez, grâce à Jane Pegg qui nous a tous libérés de la plaie des points simples discontinus. J'ai appris aujourd'hui que pour mon examen de board, je vais être obligée de faire des points simples discontinus, puis le temps que ça va me prendre, je suis vraiment découragée. Donc, pour la canine mandibulaire, elle plonge vraiment un petit peu plus vers le lingual. Il y a des techniques où on enlève l'os au lingual plutôt que de l'enlever au buccal. Je voudrais que ce qui a été majoritairement enseigné au Québec, c'est de l'enlever au buccal. Tant que vous ne faites pas les deux en même temps, parce que là, vous allez vraiment fragiliser votre mâchoire. Là. Fait que si vous optez, en fait, je vous dirais, là, en général, on va l'enlever au buccal l'os. Fait que même chose. C'est un petit peu plus difficile, comme je vous dis, de suivre le contour de notre dent parce qu'on ne le voit pas aussi bien qu'au maxillaire, mais ça va être la même chose. On met nos instruments au mésial, au distal, on élève. L'endroit, si on enlevait donc toute notre os au buccal, ce qui reste au lingual, c'est à peu près la seule chose qui tient notre mâchoire. Fait qu'on va éviter à tout prix d'aller glisser un instrument au lingual
pour faire notre levier pour notre dent, parce que si on craque ça, surtout considérant le fait qu'on a déjà retiré l'os buccal, ben là, vous comprenez qu'il ne reste plus rien qui tient à notre mâchoire. Fait qu'on évite à tout prix d'aller placer un instrument au lingual de la canine mandibulaire parce que souvent, c'est comme ça qu'on va casser les mâchoires. Fait qu'on travaille toujours au mésial et au distal. En enlevant l'os buccal, on laisse le lingual intact, puis c'est ça qui va faire que notre mâchoire tient encore quand on a fini. Lingual approach, je vous dirais, il y a très peu de gens qui font ça, là. Laissez donc faire. Utilité, on en a. Puis là, ben, les chats, ça sera une prochaine fois, je pense. J'ai dépassé beaucoup mon temps. Question? Pas pour l'instant. Est-ce qu'il y a des questions? Soirée tranquille. Oui. C'est le retour des fêtes. Peut-être que c'est tout le monde est sur son cellulaire parce que Dr. Arruda vient de démissionner. Oui, les pop-up. Y a-t-il des nouvelles contraintes, là? Non, c'est Dr. Arruda vient de démissionner. Ah, il a démissionné? Oh boy! Ouais. Il a peut-être eu trop de menaces de mort. Pauvre monsieur, j'aimerais pas être à sa place. Ah, Dr. Morin, oui, Marie-Noël, merci beaucoup pour la soirée. Oui, Dr. Gagnon aussi, merci à vous. J'espère qu'on a été clair. C'est sûr que sans, comme on dit, sans caméra, sans que je vous le démontre, c'est comme un peu le maximum que je peux faire avec un livre. Là. Mais j'espère que je vous ai donné des petits trucs quand même aujourd'hui. Docteur Rouleau demande, moi j'ai appris le lingual, est-ce qu'il y a des contre-indications? Non, tant que vous n'enlevez pas d'os buccal. Tu sais, c'est un ou l'autre. Faites pas une fenêtre de chaque bord. Mais si vous faites que au lingual, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que vous l'avez appris, allez-y. La plupart des gens l'ont appris de l'autre bord, mais il y a une étude à un moment donné qui a montré, ils essayaient de voir si on enlevait plus de volume d'os en faisant au lingual versus au buccal pour savoir s'il y avait un avantage à le faire d'un bord ou de l'autre, s'il y avait un bord qui était moins invasif parce qu'on enlevait moins d'os. Puis finalement, on enlève à peu près autant d'un bord que de l'autre. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, encore une fois, tant que vous préservez au moins une de vos crêtes d'un des deux bords. Super. Oups, il y a d'autres petits. Oui, alors de Dr. Grou. Pour les canines maxillaires de chat qui sont bombées, j'arrive souvent à les retirer sans même faire un lambeau qu'elles sont infectées, mais je ne peux pas refermer sans fraiser beaucoup d'os. On peut laisser ouvert ou on fraise beaucoup? C'est une bonne question. Le problème avec ces chats-là, c'est un peu dame défidue, dame défidante. Parce qu'effectivement, on appelle ça de l'expansion de l'os alvéolaire, les grosses bosses. Les chats font ça en réponse à l'inflammation. Ils déposent de l'os à la place d'en perdre. Effectivement, pour ramener notre lambeau, traverser toute cette grosse os-là, plus le trou qu'on vient de faire, il faut aller enlever beaucoup d'os. Puis ce qui arrive parfois quand on fait ça, c'est qu'ensuite la lèvre s'affaisse, puis ils vont se piquer avec leur canine mandibulaire. Puis là, ça fait un petit ulcère. Des fois, il y a des chats qui paniquent et qui ne mangent pas. Puis des fois, il faut aller réviser donc la canine mandibulaire. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On peut soit raccourcir un petit peu la pointe, on peut l'extraire complètement. C'est quelque chose qui arrive dans, je dirais, un 10% des patients. Mais spécialement dans ces cas-là où il a fallu aller enlever beaucoup d'os pour fermer, ça m'arrive de les laisser ouverts. S'il y avait plein de maladies parodontales, puis la dent est sortie quand même facilement, puis je n'ai pas enlevé d'os, ça va m'arriver encore une fois. Je vais faire mon petit X, je vais essayer de garder mon caillot à l'intérieur, puis je vais le laisser tranquille. Parfait. On a une demande pour avoir les images des blocs dentaires. On les avait, j'ai comme un blanc de mémoire, on les avait pas envoyés. En fait, je sais ce qui est arrivé. J'ai fouillé dans toutes les références. J'en ai trouvé aucune à mon goût. Il y en a plein que je trouve que l'image est soit dans un verre, soit pas assez claire. Puis finalement, j'étais comme pas à l'aise d'en donner aucune parce que je les haïs toutes. Un jour, je vais en faire. Pour le moment, je suis comme pas satisfaite avec ce qui est. Voilà, c'est pour ça qu'on les a pas envoyés. C'est ça, hein? Je me souviens qu'on avait eu cette discussion-là, puis là, je me souviens plus du statut. Bon. J'étais déçue parce qu'il y a un gros article comme de révision de comme 15 pages qui est sorti en 2020, puis j'allais voir les photos, puis j'étais comme non. Fait que voilà. Écoute, je me demande si on devrait pas trouver un artiste sur Fiverr. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable. Trouver un artiste, tu
spécialiser biologie puis en faire, là. En tout cas, je me connais en fin de soirée, je vais finir par fouiller là-dessus. Donc, merci à tous. Petit rappel rapido. Donc, notre prochain webinaire sera le 7 février. C'est un lundi à 19h et nous avons voté. Donc, c'est une décision collective dans une démocratie pour des cas difficiles. Donc, Dr. Marcoux va présenter des cas difficiles. D'ici probablement 48 heures, je vais vous envoyer une infolettre. Regardez vos indésirables, des fois ça va là. Et dedans, vous allez avoir l'enregistrement de ce soir, l'autre enregistrement de la première partie et quoi d'autre? Et l'invitation pour le 7. Vous pouvez, n'oubliez pas toutes les formations que vous avez faites ici, là. Tu sais, moi, souvent, j'attends la fin de l'année, puis je m'en vais dans mon dossier de l'OMVQ, puis là, j'y rentre toutes, donc vous pouvez les rentrer. C'est la nouvelle politique de l'OMVQ, donc c'est le fun. Vous n'avez plus besoin de faire de tests, vous pouvez même les rentrer si vous les avez regardés en rediffusion. Et y a-t-il d'autres choses, Josée, que tu veux mentionner? Non, je vais essayer de trouver l'autre article là, qui sur PubMed là, qui disait qu'on pouvait laisser certains sites ouverts. Là. Je sais qu'il existe, je vais le retrouver. Je vais envoyer ça aussi dans le coin. Petit truc pour finir, des fois, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, des fois qui m'envoient un message sur Messenger pour le lien des infolettes. Si vous cliquez sur le lien que je vous envoie, regardez tout en haut à gauche de l'écran, vous allez voir, je pense que c'est marqué archives, quelque chose comme ça. Vous cliquez là-dessus, puis vous allez avoir automatiquement toutes les infolettes que Yvette Mobile a envoyé, là, donc il y en a peut-être que ça va être pour le temps des fêtes, l'horaire mais la majorité, c'est au sujet du service de Josée, donc des webinaires. Fait que vous allez avoir à un clic toutes les infolettes, tous les enregistrements et surtout le fameux avec les instruments en référence, avec le super Excel, avec la liste de prix que probablement il va avoir compté une petite inflation là cette année. Et Josée, est-ce que tu es au courant pour un congrès 2022? Là, je te prends comme ça, là, on the spot. As-tu entendu parler si les congrès sont annulés? Ça a l'air... en ce moment, si je peux plugger comme Univette, pour le mois de février, moi, je fais 3 activités avec eux pour le mois de la santé dentaire. C'est gratuit comme Univette. Vous pouvez vous inscrire en tant que vette puis avoir accès à plein de conférences. Moi, je vais avoir un webinaire sur la maladie parodontale puis la prévention. J'ai aussi un quiz puis un cas clinique, tout dans le mois de février là, qui va être released là, pendant le mois. Puis le forum de dentisterie, je vais sûrement avoir lieu. D'habitude, c'est à l'automne, là, parce que c'est pas tout de suite. Tout le temps, c'est l'automne, c'est ça. Ouais, c'est ça. Le VMX, là, c'est difficile. Là. Moi, je devais y aller au VMX, puis finalement, ça a trop été difficile. La dernière fois, j'étais allée en voyage d'affaires aux États-Unis avec les tests PCR, tout ça. Mais pour un autre projet, là, pour un tabag, tout ça roule, puis ça a bien l'air qu'aux États-Unis, surtout en Floride, c'est business as usual. Amenez-vous du Purell, ben des masques, puis ça a bien l'air qu'il va y avoir beaucoup d'exposants. Donc, pour ceux qui y vont, un drôle de timing là, avec le variant, mais bon, il va probablement avoir beaucoup de kiosques aussi avec l'équipement sur la dentisterie. Donc, c'est tout pour ce soir. Ah, il y a une petite... Et je pense qu'il y a une petite question qui vient de rentrer. Est-ce que tu le vois dans le chat? Oui. J'ai une cliente qui a utilisé un mélange de aloe vera et de peroxyde pour brosser les dents de son chihuahua et disait que ça a beaucoup aidé à enlever le tartre. Est-ce que c'est quelque chose de connu ou une recette improvisée sur Internet? En fait, une des recettes connues là, de pâte à dents, c'est peroxyde bicarbonate de soude. C'est très, très, très antibiotique, en fait que ça va tuer vraiment beaucoup des bactéries dans la bouche, les bactéries qui causent la maladie parodontale. Puis c'est quelque chose qui est fait autant chez l'humain que chez les animaux de compagnie. Si vous êtes capable de faire accepter à votre animal de compagnie du brosser dans avec du peroxyde ou du bicarbonate de soude, parce que pour l'avoir essayé sur moi-même, ça goûte épouvantablement mauvais. Dans cette recette-là, que je ne connais pas, mais clairement, le peroxyde a un certain effet antibiotique. Puis je sais que l'aloès est inclus souvent, fait partie des ingrédients de certains mouth rinse, des choses comme ça, parce que c'est apaisant pour la gencive. Fait que je crois que oui, c'est une recette improvisée, mais vite comme ça, je dirais que ça fait du sens. Mais je peux pas, je la recommanderais pas at large, mais ça se pourrait qu'elle ait raison que ça a aidé la gingivite de son chien, parce que c'est des ingrédients qui sont comme connus pour
avoir un effet bénéfique. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? C'est pas toxique a priori, là, fait qu'après, j'ai pas de problème avec ça. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup, Josée. On se revoit, on espère, le 7 et je vous souhaite un bon brossage de dents avec du peroxyde puis la petite vache ce soir. Oui! Merci beaucoup. Bonsoir. Bye.